Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Convergence de l'opposition démocratique, ça s'appelle un conglomérat, vous dites ce matin, un conglomérat d'ex et de nouveaux proches d'Alpha Condé. Une précision, parce que j'avoue que je ne me retrouve pas trop dans cette histoire. C'est convergence démocratique ou convergence de l'opposition démocratique? On verra, parce qu'il n'y a rien d'officiel. Non, et parce que la sémantique a toute sa place. Si c'est convergence de l'opposition démocratique, je pense qu'il va y avoir bientôt des brèches et des angles de tir. Maintenant, convergence démocratique, je comprendrai ce que cela signifie. Mais moi, j'ai une remarque. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Est-ce que vous avez vu les têtes d'affiche de cette convergence? Mais si, Mohamed. Vous avez vraiment fait attention? Bien entendu. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui sont dans cette convergence-là, bizarrement, sortent tous du giron présidentiel. Tous, il n'y a pas longtemps, ou même certains, on nous annonce que certains seraient prêts à y retourner. Bizarrement, oui. Compte tenu des faveurs que le président fait à certains de ses leaders de partis politiques. C'est la politique du ventre, tout simplement, Mohamed. Mais il a asséché toutes les poches. Ce n'est pas tout le monde, mais il y en a, et surtout celui qui me paraît être le plus irréductible. J'apprends notamment qu'il y a eu des faveurs présidentielles très récemment dans le but de lui faciliter les démarches. Non, j'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois, mais j'attends. Vous pouvez pas échapper. J'attends une preuve formelle. Mais généralement, ces sources-là sont très bien informées. Ce qui me surprend, néanmoins, depuis la formation de ce bloc, il y a des gens que j'ai envie d'entendre. Il y a des personnes que j'ai envie d'entendre. Tout à l'heure, on va parler de l'UFR. Parce que la situation ne semble toujours pas claire. Malgré tout ce que vous dites, le départ de Baïdi, je ne pense pas. Ce n'est pas un départ acté. C'est même loin de là. Je vous dirai les raisons tout à l'heure. Mais prenons quelqu'un comme Lansana Kouyaté. Oui. Qui, c'est pas un exil, mais volontairement, s'était éloigné du pays. Oui. Et depuis combien d'années, quasiment, s'était éloigné du pays, qui est revenu, on dirait, c'est vrai, pour des raisons familiales. Mais on ne pourra pas me dire... Mohamed, il a perdu sa belle-mère. Je dis qu'il est revenu pour des raisons familiales. Tu as dit on dirait. Oui, mais ça ne suffit pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit la seule raison. Derrière, parce que à peine arrivé au pays déjà, vous l'avez vu déjà avec cette convergence, avec ce groupe. Ça veut dire que tout ça est bien mûri. Tout cela est bien mûri. Et surtout, c'est son mutisme. Moi, par exemple, le mutisme de Lansana Kouyaté, jusqu'à présent, depuis son retour, m'interpelle et m'inquiète même. Quand on sait que les balais n'ont jamais cessé la navette n'a jamais cessé entre le professeur Alpha Condé et M. Kouyaté, surtout par l'entremise de personnes proches. Ça n'a jamais cessé. Quand Kouyaté est loin de la Guinée, il doit s'expliquer, il doit parler. Oui, mais quand Kouyaté est loin de la Guinée, Alpha Condé fait tout pour le rencontrer. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Maintenant qu'il est dans les quatre murs, il faut qu'il parle. Absolument, absolument. Moi je pense que maintenant qu'il est là, il est important qu'on l'entende. Surtout que l'heure est grave. L'heure est grave. L'Assemblée a comment on appelle ça, un mandat qui est périmé comme la viande de chez Modibo. Néanmoins, oui, vous allez me dire tout ce que vous voulez. Non, c'est un mandat périmé comme la viande de chez Modibo. Purement et simplement. Oui, c'est un mandat périmé, je le dis. Maintenant. Mohamed. Non, c'est un mandat périmé. Vous ne pouvez pas. Vous trouvez le mot que vous voulez. Moi, j'ai dit que c'est un mandat périmé. Voilà. Et d'ailleurs, j'attends l'UFDG parce que le 16 est passé. UFDG, si vous m'entendez, le 16 février, vous devriez nous dire votre position. La position, elle ne nous est pas dite. L'UFR nous a laissé entendre. À l'issue de la retraite de Kinia. Oui, justement, l'UFR nous a laissé entendre que oui, elle n'est pas favorable, elle, à cette prorogation des mandats, mais apparemment, elle ne veut pas être trahie. Donc, elle attend la position des autres membres de l'opposition, sauf que le plus grand parti de l'opposition parlementaire, qui est l'UFDG, ne dit toujours rien. Le rendez-vous du 16 est passé. Pendant ce temps, dites-nous, chers députés, si vos salaires du mois de janvier sont tombés ou non sur vos comptes. Parce que si officiellement ils ne sont pas encore retournés, normalement ils ne doivent pas toucher à leur salaire du mois de janvier passé. Donc ça c'est entre guillemets. Mais je dis encore une fois que lorsque je vois les têtes couronnées qui se retrouvent au sein de cette convergence-là, monsieur, comment il s'appelle, Baouri, qui est venu, on sait dans quelles conditions rocambolesques, et depuis qui est, je ne sais pas, de la mouvance ou de l'opposition, en tout cas s'il est de l'opposition, mais c'est un opposant opposé, ça c'est un fait.
Vous avez Dr Ousmane Kaba. Dr Ousmane Kaba, l'intelligent, qui aujourd'hui est devenu un pourfendeur, c'est vrai, de la mouvance, en tout cas du président Alpha Condé. N'empêche que on sait que ces deux-là partagent le même fief et que le tissu, notamment social dans ces régions, est tel que ce serait difficile d'avoir une cloison étanche entre ces deux camps. Donc, là également, on a besoin de clarifier. Vous avez... c'est un ex-collaborateur. Et un ex très proche collaborateur. D'ailleurs, il vient à peine d'être remplacé vous vous rappelez à la tête de la commission. Monstre. Non, pas de la commission, mais ce pool économique et financier qui dirigeait la présidence. Il y a quelqu'un qui a été nommé d'ailleurs très récemment à tout cela. On aime bien sa participation, on aime bien sa partition qu'il apporte au débat politique, mais surtout économique dans notre pays. Mais on aimerait ça reste un ex-collaborateur. Ça reste un ex-collaborateur et rien ne nous dit que ces positions-là ne pourraient pas se rapprocher. Parce que quand on dit grand frère au Manding, ça veut dire beaucoup. Donc aujourd'hui, vous avez Sidia Touré. Parce que c'est va-et-vient, on y est habitué en Guinée. Justement. Parce qu'on annonce le retour de Papa Kouli. Hein. C'est presque acté. Pratiquement. Ouais. Mais vous avez aujourd'hui, comment il s'appelle, Sidia Touré, la troisième force politique, ou la quatrième du pays, je ne sais même plus. Parce que non, c'est la troisième. C'est la troisième, voilà, c'est la troisième. C'est la troisième après 2015, toujours. Alors, qui lui, normalement, serait de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, il ne participe plus au gouvernement, mais il a quand même un membre de son bureau politique, plutôt de son bureau exécutif national, qui est quand même vice-président de la BCRG, et donc anciennement secrétaire exécutif du parti, qui vient d'être remplacé avec, il faut le préciser, avec son consentement. En tout cas, moi j'ai approché ce matin des responsables de l'UFR qui m'ont dit qu'en réalité c'est parce que Baïdi assurait le quotidien du parti. On va y revenir tout à l'heure. Voilà, on y reviendra. Ouais. Maintenant, mais quand on voit quand on entend les propos, on a du mal encore à se situer. Et deuxième point de convergence entre tous ces quatre-là, c'est que officieusement, tous généralement sont opposés à Cellou Dalein Diallo. En tout cas, tous critiquent à la fois Alpha et Cellou. Et ce qui me fait dire que dans ce positionnement, Nini, moi j'ai du mal à me retrouver. Allez-y, Jacques. Mais moi, je suis en train de voir qu'on est en train de préparer un tout, sauf Cellou Dalein Diallo en 2020. Ouais. Moi, j'ai encore à l'esprit, c'est Baïdi Haribo, bien sûr, qui nous la remet. Le tout sauf Alpha Condé va se muer en tout sauf Cellou Dalein Diallo. C'est une opposition opposée à l'opposition républicaine. C'est en fait, et voyez tous les groupes dans toute l'histoire de l'humanité, lorsqu'un groupe doit, par exemple, se fissurer, les raisons, lorsqu'elles sont endogènes, ça conduit plus rapidement à l'organisation de la fissuration. C'est-à-dire que l'opposition va davantage s'éclater parce qu'à l'intérieur, il y a ces groupuscules, et non des moindres, bien sûr, qui se font la guerre. Alpha Condé n'aura même pas besoin de lutter contre l'opposition en tant que telle. Il n'aura qu'à outiller à l'intérieur de l'opposition, ce petit groupe qui va briser l'autre. Je pense que c'est dans cette perspective que nous sommes en train de tendre. Il n'y a pas mille façons de dire les choses. Le dernier arrivé des mastodontes de la politique guinéenne, il y a fort à parier que lui aussi a rejoint la mangeoire. Qui cela? C'est qui le dernier arrivé? Je sais pas. Aboubakar, quand même. Dernier arrivé en Guinée. En Guinée. Vous parlez de Kouyaté. Moi, j'ai dit le dernier arrivé. J'ai dit qu'il y a fort à parier qu'il a rejoint la mangeoire. Attention. Je dis je n'affirme rien. Je dis qu'il y a fort à parier qu'il a lui aussi rejoint la mangeoire. Honnêtement, moi, ça me surprendrait beaucoup. Et je vais vous dire, ça me décevrait beaucoup. Et je vais vous dire, décevoir. Moi, je ne suis plus déçu. Non, mais parce que je ne suis plus déçu. Lansana Kouyaté, depuis qu'il a refusé de siéger à l'Assemblée en 2013, il a gardé la même constance. Oui, mais beaucoup d'eau. Lui et Faya Milibounou, moi, de mon point de vue, les deux hommes politiques. J'allais y arriver. Ça use financièrement. Je vais y arriver tout à l'heure, Aboubakar Diallo, après cet exemple que je donne. Vous vous rappelez, on a reçu Faya Milibounou ici, et je n'ai pas manqué de le lui souligner. Faya Milibounou apparaissait à l'intérieur de l'opposition comme un des plus radicaux à la gouvernance actuelle. Il n'a pas été intéressé à l'Assemblée nationale, il s'est opposé à tous les projets de loi qu'on a vus. On a même eu tendance à le présenter comme celui qui avait été le plus constant et le plus cohérent à l'intérieur de cette opposition-là. Ouais. Mais dernièrement, quand on lui a posé la question,
si l'hypothèse de rejoindre la mouvance présidentielle était envisageable. Il a dit, bien entendu, que ce n'était pas à exclure. Moi, j'étais surpris. Mais il y a à dire qu'à l'intérieur même de l'UFDG, ce n'est pas exclu que d'ici à 2020, plusieurs cadres du parti rejoignent la mouvance présidentielle. Ce n'est pas à exclure. Oui, je parle même de l'UFDG. Non, je parle de l'UFDG. À l'UFR, il y a des velléités de à l'UFR, à l'UFR, Aboubacar Diallo, non, ce matin. Nous abordons. Qu'est-ce que tu veux me dire? On va y aller. Mais non, permets, j'y vais. Mais vas-y un peu en profondeur. J'y vais, Aboubacar. Des cadres de l'UFDG à la mouvance. Il est bien possible qu'avant 2020, on en arrive à cela parce que M. Alpha Condé, bien entendu, et tout le groupe que vous savez derrière, est quand même en train de jeter de l'appât à ces différents cadres. Qui va résister jusqu'à la fin? Ça, c'est une question qui reste posée. À l'UFR, ce n'est même plus une hypothèse. Le départ de Baïdi Haribo, par exemple, nous apprenons que ce serait dû à cela. On lui aurait demandé très clairement de s'opposer au troisième mandat, ce qu'il n'a pas fait. Et il n'est pas seul. Il y a d'autres cadres à l'intérieur de ce parti politique qui sont d'une certaine manière déjà orientés vers le soutien du troisième mandat. Et donc, ce serait une des raisons pour lesquelles M. Baïdi Haribo a été ainsi dégommé. Maintenant, moi je dis 2020, il faut quand même réfléchir désormais s'il faut parer à ce calcul du troisième mandat. Je pense qu'il faut réfléchir à d'autres moyens parce que l'opposition elle-même fournira les armes qui permettront de lui nuire et de l'arrêter. Donc il y a rien à attendre de ce nouveau bloc de l'opposition. Écoutez, Aboubacar Diallo, moi je vais vous dire, ce bloc-là, premièrement, s'il s'agit de conquérir le pouvoir en 2020, qui vous voyez céder à qui? Si par exemple on irait dans la perspective de choisir un candidat unique pour ce bloc, qui vous voyez accepter de céder de la place à qui? Il faut préciser que ce n'est pas une alliance électorale. Absolument, ce n'est pas une alliance électorale, mais on voit bien que dans la perspective de 2020, pour 2020 justement, absolument la question se posera. Et avec leur trait de caractère fortement marqué, je ne vois pas un Sidia Touré, un Kouyaté ou un Ousmane Kaba céder à qui que ce soit, Lansana Kouyaté que l'on appelle le Bélé-Béléba, même dans sa façon de se vêtir. Vous sentez cette fierté, cette dignité mandingue. Le docteur Ousmane Kaba, avec tout son parcours académique, qui n'a pas de cesse de se présenter comme un génie. Plusieurs fois, on l'a entendu dire cela. Et Sidia Touré, mais Sidia Touré, vous savez quand même qui c'est. Dignité marquée, fierté totale. Je ne le vois pas céder de la place à tous les autres. Et donc moi je me dis, pourquoi est-ce que... Tu rappelles le 2015 déjà de la raison de son divorce avec exactement. Moi, depuis 2015, je voulais tout de même relever le fait que je ne vois pas tout de même ce bloc de défendre, soutenir un projet de troisième mandat pour Alpha Condé. C'est pas possible. Aboubacar, même si, quoi qu'il fût, je veux te dire une chose. Presque tous d'anciens collaborateurs d'Alpha Condé. Aboubacar, je vais te dire une chose. Je pense que on est dans la perspective. En fait, moi, c'est mon analyse. Plusieurs ont besoin d'exister d'une certaine manière, d'une façon ou d'une autre. Ceux-là qui ont été anciens premiers ministres, vous savez, à l'intérieur de ce bloc-là, tous ont été, à part peut-être ceux qui viennent d'arriver, la plupart ont été ministres s'ils n'ont pas été premiers ministres. Ils sont dans cette perspective-là. Et ils savent pertinemment, au-delà des discours, que sur le terrain politique, il y a l'UFDG et il y a le RPG Arc-en-Ciel qui écrase tout le monde. Ils le savent. Alors comment survivre à ces deux mastodontes qui bouffent tout? Ça, c'est une question que l'on peut bien se poser. On va donc créer ce bloc-là pour se vendre plus cher. C'est pourquoi on va créer ce bloc pour se vendre plus cher en sachant pertinemment que Sékou Touréa n'est pas nécessairement ce qu'ils vont réussir à avoir. Et donc, et ça aussi il faut le dire, puisque Cellou Dalein Diallo, personne n'en veut, avec ce bloc qu'on a là, vous les avez souvent entendus critiquer M. Cellou Dalein Diallo qui prendrait tout pour lui. On dirait, si nous on n'a pas, lui aussi il n'a pas. Dans la perspective du calcul d'intérêt, parce que c'est toujours les intérêts qui les animent, je pense qu'il serait prêt à bazarder le pouvoir à M. Alpha Condé. Bien. Allez-y, Madame Hiro. J'attends de voir sur quelle base, sur quel deal, sur la base de quel deal politique
il rejoindrait le pouvoir actuel après être resté pendant quand même toutes ces années, depuis 2010, après 2010, vous vous souvenez? Depuis 2013. Depuis 2013, après ces deux ministres qui étaient au sein du gouvernement, après quand il a certainement remarqué que peut-être les accords, le contenu de l'accord qui a été signé avec le RPG Arc-en-Ciel ne marchait plus, quand il a demandé le retrait donc de ces deux ministres. Et après tout cela, il a refusé de siéger au sein du Parlement. Je me demande sur quelle base aujourd'hui, quel argument il va nous présenter pour dire que finalement il revient. Parce que si vous vous souvenez, hein, depuis cette époque-là, on a l'impression que c'est le seul qui est resté constant, quand même, constant, qui a défendu ses idéologies, son idéologie, qui se dit que oui, il a dit qu'il n'est pas avec... porte-parole de l'opposition qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement dans ce pays. C'est pas la même chose. Ah si. C'est pas la même chose. C'est pas n'importe qui. Non mais attendez. Celui qui porte la parole. Attendez que j'aille au bout de mon raisonnement. Bien, mon on va la laisser aller. C'est pas la même chose. Nous savons comment les choses se sont passées entre l'UFC et l'UFDG. C'est l'UFDG, grâce à leur accord, que l'UFC finalement est parvenu au Parlement et tout. Nous savons comment les migrations se font au sein de ces formations. Mais moi, en tout cas, la confiance que M. Lansana Kouyaté quand même a réussi à imposer dans le paysage politique, je voudrais savoir sur quelle base politique, sur quel deal politique il rejoindrait, comme on appelle la mouvance présidentielle aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas à exclure, mais certainement il aurait des arguments très solides à présenter aux Guinéens. L'autre question que je me pose aujourd'hui, est-ce que toutes ces personnes qui se retrouvent, il n'est pas interdit de se retrouver en alliance dans un groupe politique comme ils l'ont fait aujourd'hui, mais je me pose des questions parce que vous dites d'anciens et actuels peut-être proches du pouvoir en place. Est-ce que ces gens-là sont aussi désespérés aujourd'hui que le peuple de Guinée? Parce que c'est la question que je me pose. Parce que vous le dites, rester dans l'opposition, c'est quelquefois difficile. Parce qu'il faut que le parti vive, il faut des moyens et tout. Est-ce que ces gens-là aujourd'hui, ils perçoivent peut-être l'horizon sombre? Ils se disent que non, ils n'arriveront pas à bout du mastodonte qui est le président Alpha Condé. Est-ce que c'est le désespoir qui les amène aujourd'hui à se mettre ensemble et peut-être à vouloir aller contre Cellou Dalein Diallo, peut-être au bout du bout pour soutenir le président Alpha Condé? Moi, c'est la question que je me pose. Si eux aussi, eux les politiques qui devraient peut-être porter la parole du peuple de Guinée, essayer de se battre pour le changement, sont aussi désespérés que le peuple ou plus désespérés que le peuple. Ouais. Moi, je me demande à qui le à quel sens se vouer. À quel sens se vouer. La parole du peuple. C'est pas mon avis. Je dis qu'ils devraient. C'est des gens qui devraient, parce que les politiques généralement ils se battent pour des idéaux. Mais le problème est qu'en Guinée, cet idéal-là, il est très rare. C'est très rare de voir des gens qui commencent aujourd'hui, qui vont jusqu'au bout et qui finalement. J'attends de voir M. Lansana Kouyaté aller de l'autre côté et on se demandera est-ce qu'à la fin, c'est seul Cellou Dalein qui pourra tenir tête à Alpha Condé jusqu'au bout. Moi, c'est la question que je me pose. Aujourd'hui, il se passe des choses. Vous voyez cette migration, des gens qui ne tiennent pas, ils se disent que oui, je suis dans l'opposition, je ne gagne pas. Je sais pas, je ne gagne pas ce que je voulais auprès de l'opposition, par exemple au sein de l'opposition républicaine. Finalement, je pense qu'il n'y aura que l'UFDG au sein de l'opposition républicaine parce qu'on a l'impression que tout le monde est en train de migrer, tout le monde est en train de partir. Ouais. C'est quoi finalement l'objectif? Est-ce que c'est d'isoler M. Cellou Dalein Diallo? Badiko, il est parti. Badiko, et vous parlez de comment on appelle, de Papa Koli, ouais. Et si lui il quitte, Makanera vient de quitter, qui restera finalement au sein de l'opposition républicaine avec M. Cellou Dalein Diallo, ouais. Sans oublier que Moussa Diallo, l'UFC, tout le monde est parti. Il faut que le peuple sanctionne ce nomadisme. Non, c'est pas mais comment? C'est pas digne. La question, comment les gens devraient... C'est pas possible. Comment, Aboubacar? Je sais qu'on est en politique, mais un peu de morale quand même, Tamba. Écoutez. Non, mais vous pouvez pas être là tout le temps. Non, moi je suis d'accord. À dégainer contre un régime. Je suis d'accord qu'il faut de la morale, mais comment est-ce que le peuple peut sanctionner ce nomadisme si même nos voix ne sont pas prises en compte? Les voix, c'est la question qu'il faut se poser. Le peuple peut décider. Peut-être à la rigueur, qu'est-ce que le peuple pourra faire? C'est de s'abstenir de voter, parce que même quand vous votez, on échange vos voix contre ce qu'on veut réellement. On fait du marchandage politique. Après, vos voix ne se retrouvent pas là où vous voulez.
C'est ça le problème. Toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui, qui se disent, je suis resté pendant 3, 4, 5 ans au sein de l'opposition, je n'ai pas ce que je veux. Et la cause de tout ça, c'est le fait qu'en Guinée, les gens font de la politique un métier. Les gens n'ont pas d'activité qui leur permettent d'être vraiment indépendants, d'avoir... Sinon, en politique, normalement, vous devez être indépendant. Ouais. La politique doit être un moyen pour vous d'aider votre pays à avancer. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et regardez le président américain Donald Trump, c'est quelqu'un... Peut-être ça a été un moyen pour lui d'accéder, sa richesse lui a permis de faire du lobbying pour lui permettre d'arriver au pouvoir. Mais en Guinée, on entre en politique pour s'enrichir. Et c'est là le problème. On entre en politique pour s'enrichir sur le dos de ce peuple-là, qui est aujourd'hui... Sinon, vous voyez la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Tout le monde peut migrer. Ça veut dire que tout homme politique en Guinée a un prix. Tout dépend de ce que M. Alpha Condé... Si. Vous dites qu'on entre en politique en Guinée pour s'enrichir. Voilà pourquoi moi je crois qu'Alpha Condé peut avoir qui il veut dans la classe politique actuelle en Guinée. Tout dépend du prix qu'il va mettre sur la table. Ce que je voudrais dire pour terminer, on attend de voir en 2020 qui sera le politique qui aura tenu jusqu'au bout face à Alpha Condé. Parce qu'aujourd'hui, les gens, si nous voyons la situation dans laquelle nous trouvons, problème d'électricité, problème d'eau, difficulté pour le Guinéen de gagner son pain, vous voyez, c'est tellement difficile qu'on se demande, tous ces politiques-là, ils servent à quoi? En qui le Guinéen pourrait porter sa confiance pour nous permettre de changer la donne? La question, elle reste encore posée. Jacques Lewa, notre classe politique se délite. Je crois que pour l'instant, on peut d'abord se contenter de relayer ce que les concernés eux-mêmes disent, qu'ils veulent s'organiser pour exiger l'alternance dans le pays. Donc, qui dit l'alternance, c'est bien sûr ne pas permettre qu'il y ait le même président au-delà de 2020. Je crois que c'est ce que nous avons entendu lorsque les choses se destinaient. Les interrogations que les uns et les autres se posent ici, je crois que c'est aussi normal de pouvoir le faire, parce que si nous jetons un regard un peu en arrière, on peut déjà comprendre qu'il y a au lendemain de la présidentielle de 2010 un collectif qui s'est formé. Le collectif, je crois, de l'opposition pour le changement. Ce collectif, il y avait à l'intérieur Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et bien entendu la NGR à l'époque avec Fayamini Mouno qui était le porte-parole, pas Lansana Kouyaté tout de suite, parce que Lansana Kouyaté, Aboubakar Silla et Kassori Fofana étaient dans un autre bloc, dans un autre groupe qu'on appelait, je crois, l'ADP, qui était une alliance donc qui s'est dessinée comme une alliance du centre. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Au sein de l'ADP, il y a eu un recrutement. Donc c'est le premier à sauter tout de suite, puisqu'il n'y avait pas que, disons, Kassori. Je crois il y avait d'autres leaders de partis politiques comme Jean-Marie Doré de l'UPG, mais également les comment on appelle ça, Faliou Bella Diallo, qui sont venus par la suite avec un parti politique. Donc tout ceci ont continué à travailler. Après, il y a eu ces recrutements. Kassori s'est tout de suite retiré. Ceux qui sont restés ont rejoint le collectif, ce qui a fait que finalement Aboubakar Silla a par la suite porté la parole de l'opposition qui était tenue au début par Fayamini Mouno. À la suite, il y a eu d'autres blocs qui sont nés après les législatives. C'est la COEP, je crois que c'est comme ça on l'appelle, la coalition de l'opposition extra-parlementaire. Il y a eu également du recrutement à l'intérieur. Celui qui est parti, c'est bien sûr Boubacar Bari, et après la COEP n'a plus existé. Je crois qu'il y a ces craintes-là qu'on peut avoir aujourd'hui. Le fait qu'il y ait des groupes qui se forment et qu'à l'intérieur, qu'on puisse avoir des personnes qui vont partir finalement servir le pouvoir. Des interrogations autres qu'on pourrait avoir aussi, c'est de savoir finalement s'il y a une élection en 2020 à laquelle le président de la République ne participerait pas. C'est une possibilité, moi j'y crois toujours. On se demanderait, il y a quelle possibilité pour ce collectif d'avoir un leader fort face à Cellou Dalein Diallo, parce que c'est la question aujourd'hui. Cellou Dalein Diallo reste imbattable au premier tour. Donc comment avoir aujourd'hui au niveau de ce collectif qui va se former quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, l'empêcher d'arriver au second tour, ou disons de pouvoir le battre finalement. Les interrogations vont se poursuivre. On dit que ce n'est pas une alliance électorale, mais encore une fois,
il y a à se poser la question sur la façon dont le paysage politique est en train de fonctionner, est en train de faire, disons, de déranger un peu les choses, de ne pas permettre vraiment aux Guinéens d'espérer. Parce que si vous dites qu'aujourd'hui vous avez espoir que Lansana Kouyaté ou Sidia Touré soient à la relève à cause de tout ce qu'on connaît d'eux dans le passé, soit ils ont été de bons cadres, après vous les voyez se comporter d'une certaine façon, après ça peut décevoir. Bien. Encore une fois, tout dépend de la façon dont ces partis politiques se créent. Vous êtes chez les GG, la suite. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Mohamed Mara, on s'intéresse à Baïdi Haribo. Baïdi Haribo qui a été remplacé à son poste de secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines. Alors ce matin nous sommes allés un peu à la quête de l'information parce que vous savez depuis hier c'est un peu l'actualité qui fait bruire toute la ville pratiquement. Alors je me suis rapproché quand même des députés et surtout d'ailleurs de celui-là qui le remplace, donc l'honorable Saïkouya Yabari, qui m'explique qu'en réalité il n'y a pas de problème. Contrairement à ce que la toile dit, il dit que le parti était bloqué parce que le secrétaire exécutif, c'est celui-là qui fait tourner pratiquement l'ensemble des cellules, en fait des organes de parti au quotidien. Et que depuis le départ de Baïdi Haribo, il ne parvenait plus à assurer ces fonctions-là. Donc le parti était vraiment bloqué et eux, ils sont dans une dynamique de relance donc, de leur parti politique. Donc, pour le moment, il fallait donc prendre une décision. Il dit qu'une délégation a été envoyée vers M. Baïdi Haribo à domicile, avec laquelle il s'est entretenu. Il a reconnu effectivement que c'est un problème qu'il faut quand même gérer dans les médias. Oui. Et c'est à la suite de cela que Baïdi lui-même s'est déplacé pour aller à la rencontre de son leader, notamment M. Sidia Touré, donc avec lequel il s'est entretenu. C'est donc à l'issue de cet entretien qu'il a été décidé donc de remplacer M. Baïdi à son poste. Mais il précise que M. Baïdi a tenu à rester dans le bureau exécutif donc national de l'UFR parce qu'il dit qu'il est membre de l'UFR et que cela ne souffre pas l'ombre d'un doute. Donc c'est en tout cas l'information officielle de ce côté-là. Maintenant, quand on suit un peu les réseaux sociaux, comment ça s'embrasse, il a quand même fait une remarque intéressante. Il dit, si vous vous observez bien, c'est davantage les militants et les responsables du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui qui nous attaquent. Parce que c'est eux qui ont intérêt aujourd'hui à nous voir mourir. Et à récupérer Baïdi. Et à récupérer Baïdi. Donc il dit que c'est de bonne guerre, mais que ce qui se dit n'a rien à voir avec, comment on appelle cela, la réalité. Maintenant, la question est de savoir pourquoi Baïdi Haribo lui-même... Baïdi, il est presque parti, il est dans la poche du président. Oui, mais la question aujourd'hui est de savoir pourquoi Baïdi ne s'exprime pas. C'est cela, toute la question. Il est astreint au devoir de réserve à cause de ses fonctions. Oui, ses fonctions de vice-gouverneur. Voilà. Mais la banque centrale du parti quand même. Pardon? Mais il est parti. Mais il est important quand même que M. Baïdi Haribo quand même explique notamment son positionnement politique. Parce que d'après tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que même à un moment donné, si Mohamed Tal s'est retrouvé au gouvernement, si M. Sidia Touré lui-même s'est retrouvé comme très proche du président Alpha Condé, alors qu'ils étaient en bruit depuis longtemps, tout le monde sait que Baïdi Haribo y était pour quelque chose. Alors aujourd'hui, Baïdi pratiquement il reste seul dans l'escarcelle présidentielle. De l'autre côté, son parti a perdu tous les avantages et on apprend qu'il y a des buntrous de ce parti-là aujourd'hui qui d'ailleurs soutiennent l'idée d'un troisième mandat. Ouais. On a déjà quelques 2 ou 3 noms et je pense d'ailleurs que ça ne tardera pas. Ces gens-là, ils vont sortir des bois. Et même on sent qu'il y a une sorte de fronde qui est en train de s'organiser. Parce que quand on discute, nous les médias, avec certains leaders, aujourd'hui, il y en a qui n'hésitent plus à désavouer les allers et retours de M. Sidia Touré. Ouais. Donc ils disent que M. Sidia Touré, par une sorte d'inconscience aujourd'hui, a trop pensé à lui, il n'a pas pensé au parti, que le parti est en train de se diluer. Le parti est en train de piquer du nez sur le terrain. Donc ces gens-là, je ne serais pas étonné de 2 choses. Soit ils tentent d'éjecter Monsieur Sidia Touré de la tête de l'UFR, ce qui va être très difficile pour eux, ou alors ils vont purement et simplement migrer vers la mouvance présidentielle. Merci, où ils vont quand même trouver des mares plus favorables. Hein, voilà. Bien.
Allez-y, Tamba, très rapidement. À mon avis, que le parti, parce que je ne veux pas assez commenter sur Baïdi Haribo lui-même, mais que le parti Pic du Nez tient probablement à 3 choses, c'est ma lecture. Ouais. La première étape chronologiquement, c'est cette décision de 2010 qui a amené l'UFR à soutenir l'UFDG. Je pense que le parti ne s'en est jamais remis. Le président Sidia Touré lui-même est revenu sur ce sujet. Je pense qu'il y a cela comme facteur qui permettrait d'expliquer ce que nous observons aujourd'hui au sein de l'UFR. La deuxième chose, ça peut vous surprendre, mais c'est une question d'argent. Eh ben. Oui, je le pense. Hein, c'est ma lecture. De certaines indiscrétions de l'intérieur même du parti politique, il y a des ténors du parti qui reprochent au président Sidia Touré de pas trop regarder à eux quand, ce que Mohamed vient de dire, il gagnerait quelque chose. Voilà. Il ne pensait qu'à lui-même. Absolument. Et c'est par exemple les négociations sur les élections, c'est par exemple les négociations sur cette usine qui lui a été rétrocédée et tout ce que vous savez autour. Je pense que d'autres à l'intérieur qui auraient eux aussi gagné leur part du gâteau ne l'ont pas eu et ça n'est pas pour les encourager. Certains sont frustrés parce qu'ils trouvent qu'ils ne gagnent pas assez de ce qui leur est supposément dû. Et je donne par exemple le départ de Baïdi Haribo. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. À présent, nos deux invités qui nous ont rejoints dans ce studio, M. Abdoulaye Badjan de la coalition APR, la coalition donc du président sortant Macky Sall, et face à lui, M. Maguette Mbodj de la coalition Sonko Président, donc le Sonko le plus jeune parmi les 5 candidats, et ils vont donc débattre en un quart d'heure de cette présidentielle. Et cette réaction d'un auditeur, bonjour, je t'informe que le KOGP a suivi toute la procédure, celle-ci débouche sur le rapport définitif, les rapports définitifs ne sont adressés qu'au seul chef de l'État. Donc sachez que c'est un rapport définitif de la mission de l'EGP, une fois de plus, qui est à la justice. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Oui, finalement, oui. On nous apprend que c'est Jacques Lewaleno donc qui va animer la soirée électorale dimanche de cette élection présidentielle, la soirée électorale. Nos invités en face de nous, M. Badjan, bonjour. Bienvenue dans cette émission. M. Mbodj, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Allez-y, Mohamed. Alors, ma première question est donc pour mon voisin immédiat, c'est le pouvoir. Le pouvoir, effectivement. Le pouvoir, oui, la coalition APR. Tout simplement, pourquoi les Sénégalais devraient-ils accorder un nouveau mandat à votre candidat? Merci. Je salue tout le monde. Cette question, je serai très heureux de répondre à cette question. Le président Macky Sall a un bilan à défendre. Durant son septennat, le président Macky Sall a fait des réalisations que tous les Sénégalais ont vues. Mais principalement nous qui sommes à Conakry, nous sommes des Sénégalais. Nous, le président Macky Sall a fait pour nous des choses qu'aucun président n'a jamais fait. Dans l'histoire du Sénégal. Oui, dans l'histoire du Sénégal. Quelles sont ces réalisations? Si. Quelles sont ces réalisations? Nous, oui. Les Sénégalais de Conakry. Oui. Voilà. Mais sur un plan général. Voilà. Est-ce que le Sénégal a changé tant sous Abdoulaye, je dis Abdoulaye Wade, je raconte des conneries, sous Macky Sall? Qu'est-ce que ça a apporté comme changement, sa gouvernance? Voilà. Peut-être qu'il pourrait commencer par nous dire ce que le président Macky Sall a fait pour eux que les autres n'ont pas fait en Guinée. Effectivement, allez-y. Parce que c'est ce que nous intéresse d'abord, nous. Parce qu'on vit en Guinée. Le président Macky Sall a été le seul président qui a financé la diaspora guinéenne, les femmes. Il a fait des financements, des micro-projets pour les femmes, 50 millions de francs CFA. Les femmes ont travaillé, beaucoup de femmes ont réussi sur ça. Il a été le seul président qui a fait ça. Il a été aussi le seul président, chaque fois quand il vient en Guinée, il fait pour toute la communauté. Il ne fait pas pour son parti. Parce que lui, c'est le Sénégal qui l'intéresse, c'est les Sénégalais qui l'intéressent.
Bien, on va aller vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Au Sénégal, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qu'il a apporté comme changement dans la gestion, dans la gouvernance et sur un plan général, sur l'état le quotidien et la vie des Sénégalais de tous les jours? Durant son septennat, le président a beaucoup changé sur le plan infrastructure. Là, c'est tellement visible. Une fois que tu vas au Sénégal, tu verras beaucoup de changements. Tellement visible sur le plan du transport aérien, sur le transport ferroviaire, sur le transport maritime. Le président a beaucoup réalisé. Alors, beaucoup estiment que le président Macky Sall a achevé des projets qui étaient mis ici à la base par l'ancien président, le doyen Abdoulaye Wade. Est-ce que vous pensez qu'il a juste achevé les projets que l'autre avait initiés, ou bien il y a d'autres projets initiés sous son magistère qu'il a pu également mettre en œuvre? Bon, l'État, c'est une continuité. Le président Abdoulaye Wade a achevé les projets de Abdou Diouf. Les projets d'Abdoulaye Wade aussi, Macky Sall a achevé. Macky Sall aussi, certes, laissera des projets que quelqu'un d'autre viendra achever. C'est l'État qui marche comme ça. Mais le président aussi a ses propres réalisations qu'il a fait. Il y en a ceux qui sont terminés, il y en a qui ne sont pas terminés. Citer quelques-uns, quelques projets, quelques réalisations? Oui, allez-y. Par exemple, Dakar Arena, ça c'est une réalité. Tu as vu? Quand tu vas à Dakar, par exemple, le train express qu'il a créé tout récemment, ça c'est une réalité. Les 4 avions qui sont venus tout récemment, Air Sénégal International, c'est une réalité. Le pont de Farafenni, c'est une réalité. Oui, sur le plan donc des infrastructures, c'est donc vous peignez là un succès. Maintenant, allons sur le plan démocratique. Quand même, le bilan du président Macky Sall est parfois entaché de relations difficiles avec son opposition, des problèmes parfois avec les médias, des jeunes journalistes ou blogueurs qui parfois se sont retrouvés devant la justice, des opposants à lui directement, tels Karim Wade, mais aussi l'ancien maire de Dakar, qui ont été éliminés de la course, emprisonnés de longues années. Est-ce que son bilan est tout aussi élogieux au plan politique et démocratique? Donc, ça a toujours été comme ça. Au Sénégal, nous avons une démocratie. Une démocratie, vraiment, on ne peut pas dire que tout marche 10 sur 10. Mais quand même, de toute façon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées sur le plan démocratique. Bon, mais vous reconnaissez tout de même que ce sont là des failles, des reculs. Certes, je reconnais, il y a certaines failles. Bien. Bien, on va donner la parole à Maguette, M. Maguette Mboj. Oui, allez-y. Puisqu'il a évoqué, en répondant à la question de madame, vous avez dit que l'État c'est une continuité. Certainement, Macky Sall a terminé, c'est qu'Abdoulaye Wade a commencé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous assumez qu'effectivement, Macky Sall est rédévable du mandat d'Abdoulaye Wade dans ce cas? Certes, Abdoulaye Wade a été un bon président. Abdoulaye Wade a beaucoup réalisé. Honnêtement, il a travaillé pour le Sénégal. Il a travaillé. Donc, celui qui doit remplacer Abdoulaye Wade, déjà, toi, tu as un problème parce que tu ne peux pas faire moins que lui. Donc, Macky est venu. Il a terminé et il a beaucoup fait, lui aussi. Bien. M. Mbodjo, pourquoi vous estimez que les Sénégalais doivent faire confiance à un jeune candidat, à la personne de M. Sonko, Ousmane Sonko? Pourquoi les Sénégalais doivent voter Sonko et pas renouveler leur confiance au président sortant? Merci. Je dis merci à toute l'équipe d'Espace. Je dis merci à Espace parce que vous jouez votre partition parfaitement dans la construction de l'intégration africaine, particulièrement entre les 2 pays, le Sénégal et la Guinée. Alors je vous en remercie à mon nom personnel, moi qui suis un Guinéen de destin, et au nom de mes sœurs et frères sénégalais qui vivent ici dans ce pays. Cela dit, au Sénégal, il s'agit de changer de mode de gouvernance. Il s'agit de renouveler la classe politique sénégalaise. Parce que nous avons un problème. Macky Sall, dès le début, je me suis dit c'est une erreur de casting. C'est un peu le revers de la démocratie. Eh bien, la démocratie, trop sévère. C'est un peu le revers de la démocratie parce que la démocratie peut vous amener à vous tromper d'homme ou de parti politique ou les deux à la fois. Nous nous sommes trompés au début avec Wade. Wade a été meilleur quand même, qu'il faut le dire. Nous nous sommes trompés avec Macky sur toute la ligne. Parce que les infrastructures, les méga infrastructures comme on les appelle, qu'est-ce que ça nous a coûté? Gréver le budget sénégalais, gonfler l'endettement. Mais sur le plan social, le chômage a été son paroxysme. 1 jeune sur 2 chôme. La misère. Je vous dis, il y a un état de pauvreté concernant ceux qui vivent en dehors des zones urbaines. Dakar, ce n'est pas le Sénégal.
C'est pas le Sénégal. Donc cette politique-là, du m'as-tu vu, et cette gouvernance en fait. Et puis c'est ça qui heurte les Sénégalais. Au début, avec Wade, c'est ce qui a fait tomber Wade. Sans vous couper la parole, mais vous ne vous attendez pas quand même à ce qu'il fasse tout, Macky Sall. S'il a réussi du côté des infrastructures, en 7 ans, il ne peut pas tout faire. Personne ne peut faire tout. Bien sûr. Donc, vous reconnaissez tout de même qu'il a un bilan à défendre. Oui, il a un bilan. Est-ce que son bilan, c'est un bilan partagé par les Sénégalais? Vous le jugez comment, ce bilan? Ce bilan, moi je le juge, c'est un bilan partiel et un bilan mal orienté. Moi je le dis carrément. Mais il n'est pas négatif quand même. Négatif. Parce que vous savez, on va revenir sur un certain nombre de choses. L'aréna, la terre, ça nous apporte quoi ça? Il y a des choses prioritaires. Oh, mais quand même, l'aréna, ça change quand même votre pays a besoin d'infrastructures. Des structures sportives pour être au diapason. Les grandes gueules. C'est bien beau, mais il y a des priorités. Pour vous, c'est quoi la priorité? Pour vous, c'est quoi les priorités? Est-ce que la santé et l'éducation, par exemple, des jeunes Sénégalais et des femmes sénégalaises se sont améliorées depuis un septennat? La santé, on avait fondé beaucoup d'espoir sur la couverture universelle. Aujourd'hui, cette couverture universelle est même critiquée par les agents même de la santé. Ça ne marche pas. Parce qu'on a mis de la partisanerie dedans. Et c'est ça le problème, en fait. On a de beaux projets, mais à mi-chemin, on y met de la partisanerie. Ce n'est plus pour tous les Sénégalais, mais c'est ceux qui sont avec vous. C'est ça le problème. Bien, alors, dans le domaine de l'éducation, est-ce que les choses ont un peu bougé? Non, ça ne bouge pas, Moussa Yoro. Vous avez suivi tout le temps, c'est les grèves. C'est les mêmes grèves qui continuent depuis 20 ans, les mêmes revendications. Comment votre candidat compte changer la donne? Qu'est-ce qu'il vend comme rêve au peuple sénégalais? Les axes, justement, prioritaires de son projet pour de le société. candidat Sonko. Vous savez pourquoi Sonko suscite autant d'espoir? Parce que je vous l'ai dit dès le début. Aujourd'hui, les Sénégalais aspirent au renouvellement de la classe politique sénégalaise. Moi, j'ai plus de 60 ans. Ce sont les mêmes gens. Je prends un exemple. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, m'a amené, moi, à l'école Kléber. J'étais au CE1. Il était déjà dans le sérail. Maintenant, j'ai plus de 60 ans, moi. Ce sont les mêmes gars qu'on voit. Qu'est-ce que ça rapporte? C'est un peu comme la routine. La routine, ça fait tourner, ça ne fait pas avancer. En plus, le problème, c'est quoi? C'est le mode de gouvernance. Tout le monde reconnaît ici que ça fait plus de 20 ans en Afrique, il n'y a plus d'hommes d'État. Il n'y a que des chefs d'État élus à l'issue d'élections africaines, point barre. Aucune vision, aucune conviction. En plus, s'y ajoute maintenant... Oui, mais au-delà du renouvellement, du souhait ou du vœu de renouvellement... Oui, mais qu'est-ce qu'il vend? Sonko, 44 ans. Il n'investira pas dans les infrastructures, par exemple? Comme Macky Sall, parce que vous lui reprochez cela. C'est-à-dire qu'il y a des priorités dans la gouvernance. Quelles sont les vôtres? Vous savez, moi je dis très souvent... Quelles sont les vôtres, vos priorités? Voilà ce qu'on demande nous à nos gouvernements. On nous demande 5 fondamentaux. Pour moi, c'est des missions primaires qu'on les assigne. Assurer l'eau, l'électricité, l'autosuffisance alimentaire, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à une vie décente. Le Sénégal n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité? Le Sénégal a des problèmes d'eau. Le Sénégal a des problèmes d'électricité, peut-être pas au même degré qu'ici, mais le Sénégal en a. Absolument. Aujourd'hui, il bat campagne partout, mais à Dakar, depuis 2 semaines, il n'y a pas d'eau à Dakar. Il n'y en a pas. Bien, vous confirmez le Sénégal confronté à des problèmes d'eau, d'électricité que votre candidat n'a pas pu régler quand même. Je vais rectifier un peu. Je vais rectifier un peu mon ami. Mon ami et frère, on se connaît très bien parce qu'on a à faire campagne pour Macky Sall. Lui. Bien. Durant les législatives. Oui, parce que c'était pour moi, c'était on a à battre campagne pour Macky Sall. C'était du tout sauf Wade. C'est un ami. Mais moi, je suis très lucide, moi. C'est un ami. C'était du tout sauf Wade. Moi, je ne supporte jamais un homme d'État parce que ça peut-être me plaît parce qu'on a des accointances. Jamais. Je ne le fais jamais. Jamais. Donc, alors, on va peut-être croiser parce qu'on est à la fin de l'émission. On va croiser les questions maintenant. Je vais récupérer un peu sur le plan énergie, s'il vous plaît. Très rapidement. Oui. Et vous nous direz en fin de compte pourquoi les Sénégalais ne peuvent pas faire confiance à Sonko. Mais également, on demandera à M. Botch pourquoi les Sénégalais ne peuvent pas faire confiance en votre candidat. Voilà. Sur le plan énergie, l'État sénégalais a financé 27 milliards annuels sur les fonds de soutien à l'énergie. Les progrès dans ce domaine électrique sont impressionnants. La capacité nationale de production électrique est passée de 660 MW en 2010 à 1000 MW en 2016. Lui, il dit on n'a rien fait. C'est pas vrai ça. Il y a quand même 400 MW de rajout. Hein. Oui. Le nombre de délestages a forcément diminué. Karim Wade nous avait laissé dans les délestages. C'était Karim qui était ministre de l'énergie. On a trouvé des délestages extraordinaires au Sénégal. Le président a investi. Le Sénégal serait en passe de réaliser son objectif d'intégrer 20% d'énergie renouvelable. Le président Macky Sall, c'est quelqu'un
qui aime le défi. Il n'a pas investi dans les barrages, il a investi dans l'énergie renouvelable, telle l'éolien et le solaire. Bien. Et ça marche actuellement au Sénégal. Bien, monsieur Badian, monsieur Mbodj, on est arrivé au terme de cette émission. Il reste plus qu'une minute. Vos consignes de vote pour les Sénégalais d'ici ce dimanche. D'abord, vous avez une idée de là où se trouveront les bureaux de vote à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Quel appel en 30 secondes pour vos militants ici en Guinée? Peut-être en Wolof. D'accord. Bah, pourquoi pas. Donc ñu ngi woo suñu mbokk sénégalais yëpp ñu mobiliser wu dem voter ji vote bi ñu ngi koy def école bi jàkkaarloog mosquée sénégalaise. L'école qui est en face de la mosquée sénégalaise, c'est là-bas que le vote se passera. Donc le dimanche, Inch'Allah. Bien. Voilà. Allez-y, monsieur Mbodj. Rami Badian, Macky Sall, dit-il, a fait quelque chose qu'aucun président n'a fait pour les Sénégalais. Oui, évidemment, Macky, il arrive. De ses valises, il tire 5 millions. Il donne aux responsables de l'APR. C'est-à-dire, on donne l'argent à un serré. Et puis c'est tout. Je ne vois pas de bilan, je vis dans ce pays depuis 15 ans. On n'a jamais donné l'argent de l'APR. Alors maintenant, le président de l'Union de l'Océan sénégalais, que le président a donné, c'est pas vrai, go. Être immigré, vivre en dehors de son pays, ne veut pas dire être hors des responsabilités qui incombent aux citoyens qui restent dans leur pays. Alors je leur demande de voter pour le changement, de voter pour le renouvellement de la classe politique sénégalaise. C'est le seul gage qui puisse permettre au Sénégal d'avoir un autre mode de gouvernance, de se départir de cette gouvernance familiale. C'est tout ce que je demande à Merci. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Et on va rappeler ici, en tout cas, les lieux de vote pour les Sénégalais de la Guinée. Ici à Conakry, donc il y aura un bureau de vote à l'école du centre à Kaloum, face à la mosquée sénégalaise, il a rappelé. À Banankoro également, il y aura un bureau de vote à l'école du Teremba. À Fria, aussi un bureau de vote à l'école Amical Cabral. À Kamsar, le bureau de vote c'est à la mairie de Kamsar. Et Kankan. À Kankan, le bureau de vote c'est à l'école Kabada 1. Et à Kindia, c'est à l'école Kindia 1. Et pour terminer, donc il y aura un bureau de vote à l'abbé, à Kouroula, en face de la préfecture. Et le vote est ouvert ce dimanche de 8h à 18h. Merci à tous. Et donc rendez-vous ce dimanche avec la communauté sénégalaise de Guinée, mais aussi avec notre équipe ici en studio, mais aussi avec nos correspondants basés du côté de Dakar. Merci à tous les chroniqueurs, merci à notre équipe de réalisation, Amadou Sow, Mamoudou Kondé, Nala Sidibé, à toute l'équipe de cadrage. Portez-vous bien, à lundi, au revoir, portez-vous bien.